Bonjour à toutes et à toutes, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans ce nouveau rendez-vous de la laïcité libre ensemble au sein de votre magazine En quête de sens. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais au XVIe siècle. Et oui, on vous parle bioéthique aujourd'hui. Gestation pour autrui, procréation médicale assistée, IVG, euthanasie ou intelligence artificielle. Autant de questions débattues par la laïcité, mais aussi le comité consultatif de bioéthique en Belgique. Et je vous propose d'en parler aujourd'hui avec nos invités. Mesdames, bonjour. Bonjour. Florence Kemax et Jacqueline Herremans. Comment allez-vous ? Très bien. On va parler ensemble donc de bioéthique avec des dames qui s'y connaissent un peu. Florence Kemax, vous êtes philosophe, maître de recherche au FNRS de l'Université de Liège, membre donc du comité consultatif de bioéthique. Et Jacqueline Herremans, bonjour Jacqueline. Bonjour. Vous êtes présidente de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, ADMD, avocate libre exaministe et aussi militante de toujours pour l'autonomie de la personne. Alors on va commencer avec vous, Jacqueline Herremans. Euthanasie, si je reprends la définition grecque, bonne, thanatos, la mort, donc mort douce, qu'elle soit naturelle ou provoquée finalement. Un combat qui, depuis 2002, fait office de fer de lance en Europe. La Belgique peut être considérée comme un modèle, un combat éthique pour lequel vous vous êtes beaucoup battu aussi. Où est-ce qu'on en est avec cette euthanasie qui est quand même le combat le plus connu aujourd'hui en matière de bioéthique en Belgique? Première remarque, il est vrai que cette loi du 28 mai 2002 représente un fleuron par rapport à ce que l'on peut connaître au point de vue de l'euthanasie, par rapport au droit de mourir dans la dignité. Hélas, pour l'instant, nous faisons encore figure d'exception. Si on se reporte par exemple à la France ne parvient pas à sortir de ce débat. Cette loi qui a permis aux personnes qui se trouvent affectés d'une maladie grave et incurable et qui éprouvent des souffrances, cette loi qui leur permet à un moment de dire non, cela suffit, je veux pouvoir partir, je dirais, les yeux ouverts, je veux pouvoir aussi partir entouré des miens, je veux pouvoir disposer de mon autonomie jusqu'à la dernière minute. Cette loi autorise la chose. Et ça, c'est vraiment un point fondamental qui a permis aussi d'avoir d'autres progrès au point de vue de l'humanisation de la fin de vie. Donc c'était vraiment le tout début du combat bioéthique de la laïcité notamment. Florence Kemax, en matière d'euthanasie, est-ce que par rapport à la bioéthique en Belgique et ailleurs dans le monde, on fait figure de modèle ou on pourrait faire figure de modèle? Alors c'est difficile de dire qu'on fait figure de modèle dans la mesure où cette loi, ces dispositions spécifiques, ces modes d'application sont relativement mal connus. Donc je pense que nous avons pu faire l'expérience à plusieurs reprises que, confrontés à des collègues étrangers, on constate qu'il y a des caricatures de cette loi qui sont véhiculées à l'extérieur. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Et un travail, je dirais, qui n'est pas de propagande, qui ne viserait pas nécessairement à l'imposer à d'autres, mais en revanche à améliorer ou à affiner les éléments du débat en réalité et les points que ça met en jeu. Et je pense que ça reste une tâche à entreprendre et je crois que c'est un débat qui devrait pouvoir en fait s'ouvrir à d'autres pays. Est-ce qu'en matière de bioéthique, l'euthanasie peut être prise comme une question essentielle avec d'autres? Est-ce que la bioéthique aujourd'hui fait partie de cette tendance de la philosophie, on va dire comme ça? Est-ce que ce sont des questions difficiles à débattre? Et en quoi est-ce que le comité bioéthique en Belgique est utile? Comment est née la bioéthique d'abord? On va peut-être commencer par là. Oui. La naissance de la bioéthique, c'était quoi? Alors il y a plusieurs manières de raconter la naissance de la bioéthique, mais il me semble que pour ce qui nous occupe et surtout pour son avenir, il y a une façon intéressante de la raconter qui part de la mise sur pied de comités, d'instituts experts aussi. C'était aux États-Unis au début des années 70, les années 70. Et ceci à la fois dans le sillage, on pourrait dire, d'une part, de l'expertise qui s'était mise en place dans les années 50 et 60, disons, d'une expertise technique, quelque part, mais la mise en place de l'éthique et le développement de l'éthique et d'une éthique experte n'est pas seulement l'héritière de ça, elle est aussi surtout l'héritière de mouvements de contestation en fait, qui se sont développés dans les années 60 face
à un gouvernement des sciences et des techniques qui, notamment dans le domaine de la santé, a amené à des situations extrêmement problématiques, à des revendications sociales, à des contestations sociales très fortes. Et je pense que cette demande sociale concernant l'encadrement, la surveillance, on pourrait dire, la protection des personnes vis-à-vis des initiatives de développement industriel, etc., a trouvé un aboutissement dans les comités d'éthique, dans une espèce d'expertise qui a aussi pour tâche de protéger les personnes vis-à-vis des grands processus qui traversent la société et qui étaient à cette époque-là très articulés sur le progrès technique, le progrès industriel. C'est finalement un mouvement, une réflexion qui est née de la société civile alors ? Je pense un peu les deux, c'est-à-dire que ça a été aussi la réponse donnée par des gouvernements à une demande qui venait de la société, qui était parfois extrêmement radicale, parce qu'aux États-Unis, les premiers mouvements environnementaux, les premières revendications des malades, des personnes handicapées, etc., étaient parfois articulées à des demandes de changement social très profonds. La mise en place progressive d'une expertise en éthique et en éthique biomédicale a été, disons, une réponse de compromis à ces demandes de changement social. En matière de comité de bioéthique en Belgique, comment fonctionne-t-il dans les grandes lignes? Jacqueline Hermans, vous nous témoignerez aussi, puisque vous êtes également membre de ce comité de bioéthique en Belgique. Est-ce qu'il en existe d'autres en Europe, partout dans le monde? Est-ce que chaque pays doit avoir, ou c'est complètement libre? Il n'y a pas besoin non plus, et pas exigence d'avoir un comité de bioéthique sur son territoire? Alors c'est quelque chose qui a été, je crois, à l'appréciation des différents pays. Bien sûr, il y a un phénomène il y a un phénomène d'imitation, de contamination, parce qu'on en voit évidemment les bénéfices et que la demande sociale dont je parlais tout à l'heure, elle était partagée dans beaucoup de pays. Maintenant, ce n'est pas un mouvement naturel. Ce qui s'appelait le comité ou un comité de bioéthique aux États-Unis n'avait pas du tout la même fonction, n'est pas du tout nommé par les mêmes instances et selon les mêmes processus. En Belgique, je parle sous le contrôle de Jacqueline, qui me corrigera éventuellement, mais ça se présente en quelque sorte comme un petit parlement dans la mesure où il est composé, on pourrait dire, de personnes qui sont censées représenter différents courants de type idéologique, d'origine linguistique. Donc on essaie de prendre en compte une série de composantes de la société belge, même si c'est loin d'être parfait et on pourrait demander une représentation un peu plus forte d'autres communautés, pourquoi pas. Et le travail se fait à la fois en séance plénière, mais est préparé par des commissions restreintes, au fond, comme se fait le travail un peu dans un Jacqueline Hermans. Une des caractéristiques de notre comité consultatif de bioéthique est la volonté de ne pas vouloir, je dirais, prononcer une vérité éthique, mais bien de pouvoir refléter les tendances qui se manifestent dans la société. Et je dois dire qu'un des avis du comité consultatif de bioéthique qui reflète le mieux cette préoccupation, c'est précisément le premier avis du comité consultatif de bioéthique en matière d'euthanasie. Non pas la vérité, il faut faire ceci, il y a lieu de, etc. Non, mais 4 propositions qui se déclinaient. La première, je dirais, on touche à rien, statu quo, et les 3 autres qui, d'une manière ou d'une autre, abordaient la question de la régulation de l'euthanasie dans notre société. C'était en 1997 et ça a été le point de départ à toute une série de débats, de réflexions, et ça a permis très certainement, par exemple, au Parlement d'en débattre dès 1997, mais bien sûr, il faudra attendre quelque peu une modification du paysage politique pour pouvoir non seulement en débattre, mais décider et voter une loi. Au sein des membres du comité, il y a toute représentation donc, des communautés linguistiques, si j'ai bien compris, également des obédiences et des croyances, donc entre laïcs et catholiques par exemple. On arrive à débattre et à s'entendre notamment sur ces questions cruciales que sont la décision de pouvoir mourir dans la dignité. Avec quand même un élément très important, c'est qu'il n'y a pas, par exemple, des représentants de l'Église catholique. Il n'y a pas des représentants non plus de la laïcité. Si les personnes siègent au sein du comité consultatif de bioéthique, c'est en fonction, je dirais, de certaines qualités. Sont-ils, par exemple, des professeurs de médecine ou des professeurs de philosophie? Vous êtes avocate, par exemple, donc en ce terme, voilà, il faut débattre aussi des lois qui entoureraient c'est cela. Donc, outre
le pluralisme qui est recherché par rapport à la composition de ce comité, il y a également l'aspect très important de différents horizons professionnels. Philosophie, le droit, bien entendu, la médecine. On est quand même aussi dans la sphère de la bioéthique, on parle de l'humain. Et donc, c'est ceci qui fait également l'intérêt de ce comité, c'est cet apport qui peut résulter d'horizons différents, de professions différentes, d'expertises différentes. Florence Quémax, le comité de bioéthique, est-ce que c'est vraiment un instrument actif? Ce n'est pas qu'un paravent de la démocratie, c'est vraiment ce comité acte des choses et propose des lois? Alors, ce n'est pas lui qui propose des lois, mais je crois que notre travail, ça consiste à, dans certains cas, à démonter les problèmes tels qu'ils sont donnés dans le sens commun ou dans les médias. C'est comme un Lego, c'est comme une boîte noire en fait. On l'ouvre et on tire les fils. On considère les aspects techniques de la question, les aspects juridiques de la question, les aspects humains, les aspects sociaux aussi, parce qu'en matière de santé, évidemment, la condition sociale des individus joue beaucoup sur leur destinée, sur leur liberté, sur le pouvoir qu'ils ont par rapport à leur propre corps et voilà, à leur propre vie. Donc ce sont des aspects qui sont très importants, ce qui permet parfois, dans les meilleurs des cas, de déplacer un peu le problème et de le reconstruire autrement. Et je pense qu'une de ces fonctions n'est pas de donner des solutions, n'est pas de donner des avis définitifs, mais c'est d'avoir pris le temps d'en déplier le plus d'aspects possible pour ensuite rendre un problème ou une question enrichie en direction du public, je dirais, et évidemment des décideurs politiques aussi. Donc au fond, son boulot, ça serait d'être un activateur je dirais, du débat public et de l'intelligence publique sur les choses qui nous concernent tous, puisque ça ne nous concerne pas seulement au titre de philosophe ou de médecin. Au fond, ça concerne tout un chacun dans sa vie individuelle. Et donc, de ce point de vue, moi, je pense que ce n'est pas, comment est-ce qu'on pourrait dire, une petite entité démocratique en elle-même. Elle l'est aussi, mais elle est un des instruments ou un des rouages, idéalement, d'une démocratie dans des univers où la santé occupe une place absolument centrale dans l'organisation de notre société, et aussi les technologies et l'économie qui va avec. Donc, si on peut jouer ce rôle-là, c'est important. Mais ça suppose de lui donner aussi une certaine visibilité, parce que quelquefois, les avis qui sont malgré tout relativement experts, atterrissent dans les mains des décideurs concernés et parfois échappent finalement encore un peu trop au débat public. Mais ça, c'est notre boulot de le porter aussi vers un public plus large. C'est notamment une des tâches du comité consultatif de bioéthique, c'est de permettre également que la réflexion soit portée dans la société. Et un des moments phares, tous les 2 ans, une conférence est organisée. Et cette conférence implique également, par exemple, des élèves, des étudiants du secondaire, etc. C'est à ce moment-là que le comité consultatif de bioéthique peut évidemment aussi faire œuvre utile pour susciter des réflexions par rapport à des thèmes éthiques. Justement, cette thématique, dites-nous en plus, on a parlé d'euthanasie, mais quelles sont les questions que vous étudiez ou que vous mettez sur la table pour débattre? Quelques exemples. Je t'en prie. Florence pourrait en parler parce qu'elle a étudié justement certaines de ces questions. Une des thématiques a été la question de l'assistance sexuelle pour les personnes avec handicap. Sujet combien, je dirais, délicat, qui met en présence des principes qui peuvent éventuellement s'interchoquer, mais en tout cas, lorsqu'on a la possibilité d'entendre des acteurs du terrain, quand on a la possibilité d'aller plus loin que, je dirais, des rejets personnels en disant non, ça, je ne veux pas en entendre parler, ça permet justement de s'approprier de cette thématique et de pouvoir la présenter aussi d'une façon telle que les autres pourront aussi s'approprier les démarches que l'on a effectuées. Un autre thème, mais qui n'est pas encore abouti, ce sera pour une des prochaines réunions, c'est la question, par exemple, de la transplantation d'organes après une euthanasie.
Question hautement éthique également, et qui est peu débattue d'ailleurs dans la sphère publique. Vous faites aussi œuvre d'information auprès du grand public. Si le grand public veut vous questionner, vous interpeller sur un problème qu'il a rencontré, il a possibilité de le faire? Florence Quémax. Alors, je crois qu'aucun règlement ne stipule que le comité d'éthique devrait maintenir entièrement secret ces débats. Simplement, c'est difficile parce que les modes de fonctionnement, je vais dire, standards des comités d'éthique sont quand même ceux d'une instance qui a une vocation à produire malgré tout de l'expertise. Et donc, traditionnellement, l'expertise est quelque chose qui est réservé aux personnes qui possèdent la connaissance et pas nécessairement ouvert à tout un chacun. Je pense que c'est un travail qui reste à mener, mais rien ne l'empêche. Et donc, comme Jacqueline l'a dit, une conférence, un genre de colloque, si vous voulez, ouvert à un plus large public, est une des techniques qu'on peut utiliser. Mais on pourrait en utiliser d'autres, à mon avis, à savoir les articles, les avis rendus par le comité consultatif sont riches de bibliographie, d'entretiens, de références diverses, pourraient servir beaucoup de monde. Ils sont à cette heure, finalement, je crois, encore consultés par des publics essentiellement spécialisés du domaine médical ou du domaine juridique. Et finalement, mériteraient peut-être une diffusion plus large, en fait, une publicité plus grande. Oui, sans doute. Voilà. Est-ce que la discussion et donc les questions abordées et débattues prennent du temps? Est-ce qu'on discute longtemps et on en trouve toutes les solutions avant d'émettre un avis? Nous sommes toujours partagés entre un impératif d'efficacité minimum, les contraintes qui viennent de l'activité de tout un chacun, puisque nous y sommes, disons, ce n'est pas un métier, c'est quelque chose que nous faisons en plus de notre métier, qui nous apparaît comme le prolongement de notre pratique professionnelle. Donc nous devons l'ajouter au reste. Et ensuite, je crois que tout le monde est très attaché au fait de pouvoir prendre le temps. Et moi, je voudrais ajouter quelque chose à ce sujet, c'est qu'il me semble qu'on vit dans une société aujourd'hui où les acteurs du développement technologique, dont j'ai parlé tout à l'heure, ce développement technologique a un certain rythme et que les sociétés sont dans un rapport de force avec les acteurs du développement technologique, qui ont toutes sortes de raisons d'imposer leur rythme. Et d'aller vite, dans un monde où tout va vite. Et dans un monde dans lequel on vous dit, vous êtes toujours déjà en retard par rapport à la technologie. Alors je crois que des instances comme le comité de bioéthique, avec son rythme qui va quelquefois au pas de sénateur, quelquefois plus rapidement, présente aussi des atouts de résistance par rapport à ce rythme forcé que l'on impose aux sociétés et qui est préjudiciable à la démocratie. Parce que pour pouvoir comprendre un problème, il faut prendre le temps d'ouvrir la boîte noire, comme je disais tout à l'heure. Ça prend du temps, en fait. Il faut construire du savoir à propos de ces choses. Vous parliez également de temps social d'appropriation. Oui. Prendre le temps d'étudier une question avant une avancée technologique ou dans la recherche, par exemple, sur les cellules souches ou l'intelligence artificielle, c'est permettre aussi que ces techniques perdurent dans le temps, véritablement. Parce que d'autres pays du monde, l'Inde ou la Chine, pourraient nous dire en Europe, vous avez votre ADN de droits de l'homme et de démocratie, mais vous allez tellement lentement, on va tellement plus vite que vous. Mais in fine, on y gagne ou pas, pensez-vous, Florence et Jacqueline? On y gagne certainement. Non, certainement pas. Non. Mais on y gagne certainement parce que par rapport justement à ces enjeux comme l'intelligence artificielle, ce que l'on peut dire, c'est que de toute façon, si on ne s'y intéresse pas, c'est elle qui s'intéressera à nous. Donc, il faut s'emparer de ces sujets-là. Il faut pouvoir proposer des balises, etc., éventuellement un monitoring. Il faut pouvoir, donc, vraiment, je dirais, ne pas rater le train par rapport à ces questions-là qui nous dépassent très souvent et qui nous dépassent parce que, de toute façon, quelles que soient nos capacités, nos connaissances, etc., ce sont des domaines dans lesquels nous devons concéder que nous ne pouvons pas tout maîtriser. Donc, ce qui veut dire qu'il faut nous donner le temps de construire aussi des instruments qui permettront justement de maîtriser quelque peu ces nouvelles technologies et d'en faire non
pas, je dirais, de ne pas être esclave de ces nouvelles technologies, mais de bien pouvoir les utiliser, que ce soit maintenant dans le domaine de la médecine, dans le domaine du droit. Ne parle-t-on pas aussi dans le droit du fait que l'on pourrait avoir des logiciels qui permettraient, en quelque sorte, d'écrire déjà, d'écrire d'une certaine manière, un jugement en fonction des données que l'on va introduire, etc., par rapport à telle chambre de tel tribunal. Cela fait quelque peu peur, parce qu'on se demande encore quelle est la part de l'humain. Bien sûr, donc c'est aussi ramener l'humain dans cette avancée tellement rapide vers la technologie. Redéfinissez-nous, alors je parlais de temps social d'appropriation. C'est vraiment un point important que le comité veut aussi développer? Moi, je serais d'avis que nous devrions travailler à ça, et c'est pourquoi nous avons besoin de donner peut-être un peu plus de publicité à ce que nous faisons, c'est-à-dire simplement le partager, parce que c'est aussi dans cette intention-là qu'on l'écrit, c'est-à-dire on écrit pour les gens, on n'écrit pas pour nous, on n'écrit pas seulement pour nos collègues experts, c'est aussi dans ce but que nous sommes engagés, en réalité, je crois. Alors le temps social d'appropriation, bah oui, moi, il me semble qu'en tout cas, c'est très important, et ça va même au-delà de l'appropriation, c'est-à-dire que si nous pouvons, dans les questions qui nous occupent, puisque nous ne nous occupons pas de l'éthique de tout, enfin je veux dire on s'occupe du domaine biomédical, mais si nous pouvons participer à la construction d'une intelligence collective et publique de ces technologies, nous faisons déjà beaucoup, parce que l'enjeu n'est pas seulement celui de l'appropriation des technologies, comme si elles étaient en elles-mêmes neutres et que c'est au moment de leur appropriation sociale que les enjeux se jouent, elles se jouent dans leur configuration même. Et c'est pourquoi je pense que, et nous ne sommes pas les seuls à avoir cette mission, je pense qu'il faudrait être beaucoup plus nombreux, participer, on pourrait dire, à l'alphabétisation du public à l'égard des technologies. Je pense que c'est vraiment important, et en particulier à l'intelligence artificielle. Sinon, on est pris en otage dans les arguments qui vous disent mais de toute façon, l'intelligence artificielle va remplacer l'homme. Je crois que ce n'est pas du tout vrai. Tout dépend de la manière dont on la configure. C'est passionnant, c'est très intéressant d'avoir des outils, des machines qui font des choses à notre place. Tout dépend comment elles sont faites, pas seulement comment on se les approprie. On parle d'un monde global aussi. Est-ce que, par exemple, dans le cas de l'intelligence artificielle, est-ce que votre comité jette des ponts avec d'autres comités, avec d'autres réflexions, que ce soit en Europe ou ailleurs dans le monde? Vous avez des synergies, des conversations à propos d'éthique? Oui. Alors c'est surtout... Trop peu, dit Jacqueline, Florence? Oui. Il me semble que les rapports que nous avons avec les autres pays passent par les canaux traditionnels de rencontres des instances dirigeantes, gouvernementales, grandes plateformes de la bioéthique où les présidents se rencontrent, etc. L'autre canal, c'est évidemment que quand on rédige un avis sur une question, il est souvent intéressant de faire une recherche bibliographique qui nous permettra d'identifier comment les différents pays environnants, et qui ont grosso modo les mêmes cultures politiques et démocratiques, se positionnent sur cette question. On apprend beaucoup et on voit qu'il y a des différences, nous avons des points en commun. Vous disiez tout à l'heure que nous sommes assez droits de l'homiste, grosso modo, en Europe. C'est vrai qu'on a un consensus autour de ça qui nous distingue sans doute d'autres pays. Mais à l'intérieur de l'Europe, il y a des très grandes différences. Et le monde anglo-saxon a des façons de travailler qui sont différentes, a un souci d'anticipation beaucoup plus fort, c'est-à-dire sur le devenir des technologies, pas au moment où elles sont déjà là. Et donc, nous ne nous positionnons pas de la même manière. Mais alors, étudier ce que font les autres est très utile. Donc ça, c'est aussi un moyen de communication. Et je pense que nous sommes aussi scrutés par les pays voisins. Voilà, encore, on y revient, on peut faire figure de modèle, comme nous le sommes dans la question de l'euthanasie. Jacqueline Herremans, toutes ces questions sont évidemment des questions fort débattues par le monde laïque, la laïcité. Il en va surtout et beaucoup de la liberté de chacun. Est-ce que vous rencontrez de vrais problèmes éthiques personnels quand vous débattez de certaines questions, comme par exemple, je pense à la gestation pour autrui ou le don d'ovocytes? Il y a souvent des valeurs antagonistes qui s'affrontent, comme le refus de la marchandisation du corps et en même temps la liberté de faire ce qu'on veut de son corps. Est-ce que, intimement, c'est parfois compliqué? Certainement. Chaque fois qu'un thème est proposé à la réflexion, je peux dire en tout cas qu'au départ, je me pose la question, est-ce que, tout d'abord, quelle est mon opinion, quel est ce que je peux déjà apporter? Mais je peux dire que dans chacune de ces circonstances, mon opinion a évolué avec les travaux.
et que donc, je prends l'exemple de la question de l'assistance sexuelle pour personnes avec handicap. Au départ, je n'étais pas dans la commission, mais quand j'ai lu les premiers travaux, j'avais un œil quelque peu sceptique, un regard quelque peu critique. Et c'est par, justement, la manière dont les choses ont été présentées que j'ai pu évoluer aussi par rapport à ces questions. Bien sûr qu'on se pose ces questions parce que, justement, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de vérité éthique. Et que dès lors, pour affronter un problème, on doit se présenter, je dirais, avec l'esprit totalement ouvert, de pouvoir entendre, de pouvoir justement entendre des spécialistes, des personnes de terrain, parce que j'ai parfois peur des spécialistes, bien entendu. Mais quand on a la possibilité d'aborder des acteurs de terrain, très souvent ces questions-là s'illustrent et sont dès lors bien plus compréhensibles et bien plus faciles aussi à conceptualiser par la suite. Florence Kemax, l'éthique doit-elle écouter son temps? Il y a beaucoup de mouvements citoyens actuellement. La société civile se rend compte qu'effectivement cette course en avant vers la mondialisation est en train de planter complètement notre planète. Est-ce que dans l'éthique et dans les questions que vous abordez, il y a effectivement toutes ces nouvelles questions essentielles posées par la société civile? Pas toutes. Il en faudrait davantage. On parle un peu de l'avenir là, du comité peut-être. Oui, c'est vrai que... Alors, c'est vrai qu'il y a les questions classiques, je dirais, de la bioéthique qui sont la procréation médicalement assistée et toutes les techniques qui vont avec, l'euthanasie et autres. Dans certains cas, comme dans, par exemple, l'avis que nous avons rendu sur l'assistance sexuelle aux personnes handicapées, nous entrons dans un autre univers, en réalité, où les problèmes sont très ouverts et doivent être compris dans une perspective que je dirais à la fois écologique et systémique au sens large. C'est-à-dire, on ne parle pas seulement de la protection ou des besoins de la personne individuelle, mais nous sommes en réalité devant un paysage qui est un paysage très riche et qui forme lui-même comme un écosystème. Et ça, je crois que c'est un mode de pensée en éthique ou en bioéthique qui est très utile et qui pourrait du coup rejoindre, je dirais, les problématiques environnementales. Et ceci pour une deuxième raison d'ailleurs, donc pas seulement parce que nous pourrions voir les problèmes sous un angle, je veux dire, de l'écosystème dans lequel se trouvent les gens, mais aussi parce que les questions qui touchent à la santé des personnes, des groupes et des sociétés sont de plus en plus difficiles aujourd'hui à déconnecter des enjeux environnementaux au sens très large. C'est-à-dire que nous avons bien évidemment des problèmes de santé qui sont liés au changement climatique, à l'extinction des espèces, à l'appauvrissement des sols et à l'utilisation massive des produits chimiques. Ces questions-là devraient être adressées. Je pense que ce sont des questions qui nous concernent tous et qui ont besoin d'une certaine expertise et qui ont besoin du développement d'un savoir et d'une connaissance élargie. Donc je pense que ça va nous arriver, en fait. Il y a encore du boulot et du pain sur la planche. Comme on dit, on arrive malheureusement au terme de cette émission. On débattra encore certainement de ce comité de bioéthique et de la bioéthique en général, qui visiblement est fort importante dans nos sociétés. Merci d'avoir été là aujourd'hui pour nous éclairer sur ce comité bioéthique belge. Merci Jacqueline Romance, merci Florence Kemax et merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. Merci à tous.